Voilà, Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, mon invité des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Jean-Pierre Farandou, soyez bienvenu. Bonjour. Alors, il y a le thème, vous le connaissez, vous êtes rencontre, recréer l'espoir. Dans une entreprise comme la SNCF, recréer l'espoir, ça veut dire quoi? Et recréer l'espoir, c'est prendre des décisions pour l'avenir. C'est ça qui compte. Et que les Français puissent comprendre. Il faut des choses simples que tous nos concitoyens comprennent. Vous savez, la raison d'être de la SNCF, c'est agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Ce qu'on apporte pour agir, c'est la décision de devenir un producteur d'énergie solaire. Alors ça, c'est incroyable. Vous allez créer une filiale SNCF Renouvelable, des panneaux photovoltaïques, mais pour les besoins de la SNCF, qui est le premier client d'EDF aujourd'hui, ou pour un jour, tiens, pourquoi pas, vendre de l'énergie. Oui, exactement. D'abord, on pense un peu à nous, parce qu'on va produire nous-mêmes notre électricité dans un premier temps 1000 hectares, qui fait 15 à 20% de notre besoin. Voilà, ça c'est important pour maîtriser notamment les aléas sur le coût de l'électricité. On a vu ce qui s'est passé ces derniers mois, et pour garantir nos approvisionnements. Et on ne compte pas s'arrêter là. Si on arrive à avoir des panneaux solaires linéaires qu'on peut installer le long des voies ferrées, on pense que d'ici 2050, on peut arriver à être autosuffisant et à couvrir tous nos besoins en matière de consommation électrique. C'est très important, vous l'avez dit, parce qu'on est le premier consommateur d'énergie. Là, on n'aurait plus besoin d'aller soutirer la production d'électricité pour le pays. On laisse tout au pays. Nous, on fait nous-mêmes notre énergie verte. Donc c'est les autoroutes qui ont inspiré le modèle de développement des panneaux photovoltaïques à la SNCF, parce que vous savez, il y a des grands groupes autoroutiers qui se disent, tiens, nous aussi on va produire l'énergie en installant des panneaux photovoltaïques le long de nos autoroutes. Donc vous, c'est le long des voies ferrées. Tant mieux, on s'en réjouit. Plus on sera intelligent, plus on sera collectivement producteur d'énergie solaire, ça permettra au pays justement d'avoir enfin la production d'électricité dont il a besoin. Vous savez, les besoins sont énormes. Il y a tout le parc des voitures qu'il faut électrifier, les camions, l'hydrogène, les avions, le développement du ferroviaire, puisque vous savez que moi aussi, ma deuxième idée, c'est de doubler le ferroviaire dans notre pays d'ici 2040. Voilà, donc tout ça, ça appelle beaucoup d'électricité. Plus il y aura de producteurs sur les lignes ferroviaires, sur les lignes autoroutières et ailleurs, mieux on se portera. On est dans le sud, Jean-Pierre Farandou. Il y a eu des drames il y a quelques années du côté de Nice, les vallées de la Vésubie, où on s'est aperçu de l'importance d'avoir des petites lignes qui étaient le seul point vital entre le désastre, le haut pays niçois et le bas pour ravitailler. Donc c'est TGV contre petite ligne, le développement de la SNCF, ou petite ligne contre TGV? Bien sûr, c'est petite ligne et TGV, ou TGV et petite ligne. L'exemple que vous donnez est intéressant parce que redonner l'espoir, c'est aussi avoir confiance dans une entreprise publique comme la SNCF. On est présent. Quand la France va mal, quand il y a une catastrophe, on est là. Et je peux vous dire que les cheminots de Nice, ils ont transformé un TER voyageur en train de marchandises. On était les seuls à passer pour transporter l'eau, pour transporter les médicaments, pour faire revenir des gens malades du côté de Nice. On est présent. Redonner l'espoir, c'est aussi pouvoir compter sur ces grandes entreprises publiques qui stabilisent la vie de notre pays. Et notamment dans la vallée de la Roya, qui a été aussi détruite, comme vous en souvenez. Alors, il y a une autre crise qui menace en France, c'est la crise du logement. On sait que la SNCF a beaucoup de terrain. Vous avez une filiale d'ailleurs, je crois, qui s'occupe de ce... Est-ce que là, il n'y a pas un sujet avec l'État, c'est-à-dire être en capacité de vendre, de fournir du terrain pour construire du logement notamment social? Il y a 2,5 millions de ménages en France qui attendent d'avoir un logement social. Oui, alors c'est vrai, on est le deuxième propriétaire de logements sociaux dans ce pays, avec 90 000 logements sociaux. Au début, bien sûr, on les propose à nos cheminots. Ils sont à peu près 30 000, 35 000 dans ces logements, et le reste, on le propose à toute la population. Donc on est déjà un logeur social important dans notre pays. Ça ne se sait pas, mais on contribue à la problématique des logements. On continue à créer des logements, la plus près des villes. Les panneaux solaires sont un peu à la campagne, dans des zones délaissées, industrielles un peu délaissées. Là, on est très près des cœurs des villes, et on a dans pas mal de villes des programmes immobiliers où nous apportons notre pierre à l'édifice de construction de logements et de proposition de logements sociaux à nos concitoyens. Alors, vous avez lancé aussi une idée qui a fait un peu de bruit, le plan de décarbonation de la SNCF d'ici 15 ans, 100 milliards. 100 milliards. Et là, vous dites, il y a d'autres entreprises, il y a d'autres organisations qui pourraient nous aider. C'est aux autres de financer le plan de décarbonation de la SNCF. D'abord, attention, on va parler du plan et après comment on le finance. Le plan, il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays. Est-ce qu'on veut une politique ferroviaire dynamique? Et je crois que la réponse est oui. La Première ministre, elle a tranché le débat. Elle a annoncé le 24 février dernier un plan d'avenir des transports qui s'appuie sur un pied ferroviaire puissant, d'où les fameux 100 milliards qui ont été décidés par le gouvernement. Voilà, on en a besoin. Le réseau ferroviaire français, c'est un bien commun. On sait bien que le ferroviaire fait partie de la solution par rapport à la mobilité durable. Il faut créer des réseaux express métropolitains dans les grandes villes. Il faut de l'argent pour le faire. Il faut continuer les réseaux de lignes à grande vitesse, notamment dans le sud de la France. On est dans le sud aujourd'hui. Et puis il y a le fret. N'oublions pas le fret. Il faut absolument éviter que les camions soient les seuls à transporter des marchandises. Le train peut amener des besoins. Je crois que là-dessus, il y a consensus.
Voilà, il n'y a plus de débat sur pourquoi il faut le faire. Sur le financement, là encore, reprenons les paroles de la Première ministre, elle a cité les financeurs. Oui. Alors on peut les reprendre, l'État est prêt à apporter sa part, le groupe SNCF. Oui, bien sûr. J'en prends l'engagement devant vous, mais je l'ai déjà fait. Le groupe SNCF amènera sa pierre à l'édifice. L'Europe, il y a la fiscalité européenne qui peut arriver en France et être fléchée vers les transports. Et puis le gouvernement lui-même a annoncé des pistes de réflexion, mais qui ne m'appartiennent pas, pour savoir comment éventuellement d'autres modes de transport, qui sont peut-être plus agressifs sur l'environnement, pourraient être sollicités. Un mot sur le fret. Je me souviens, à une époque, la SNCF a vendu des licences de fret à des groupes privés. Je me souviens d'Eurotunnel, je me souviens de Colas. Est-ce que pour vous, cette vision du fret français est la bonne, des licences privées? Surtout quand on voit ce que la Deutsche Bahn a racheté en Europe comme boîte de fret. On se dit, le fret français, il est en état de siège, et puis à l'intérieur, les licences privées, ça n'a pas bien fonctionné. Oui, alors ça c'est ce que vous mentionnez, c'est l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire français, ça c'est les règles bruxelloises, européennes, c'est l'ouverture à la concurrence, marché libre et non faussé. Elle s'est faite il y a longtemps, en 2007, effectivement. Bon, c'est pour ça qu'en France, on a, comme vous l'avez dit, des compagnies privées qui font du fret ferroviaire. Ça n'empêche pas la SNCF, d'abord, elle n'a pas trop mal résisté, puisqu'on doit avoir encore 55-60% du marché, donc on a fait face à cette concurrence. Mais de notre côté, on a nous-mêmes des réseaux d'entreprises européennes. On est en Italie, on est en Allemagne, on est aux Pays-Bas, on est en Belgique, on est en Espagne. On a nous-mêmes constitué un réseau d'entreprises européennes, c'est les CAPTRAIN, on appelle ça les CAPTRAIN, qui permettent au groupe SNCF aussi de s'inscrire dans ce mouvement européen de transport des marchandises. Donc pour vous, le fret français est sauvegardé et pourra continuer d'accompagner la transition, parce que comme vous le disiez, il faut aussi pouvoir mettre des camions sur des trains. Le fret français, on est en plein dans le plan que vous avez associé, dans les 100 milliards. Il y aura une partie qui ira vers les infrastructures pour le fret, les grands triages qu'il faut aménager pour ce qu'on appelle le wagon isolé, le wagon tout seul. Il y aura le combiné, transport de combiné avec ces containers qui arrivent des ports de la mer du Nord, en Allemagne ou aux Pays-Bas, et qu'il faut faire venir en France ou en Espagne, qui nous traversent. Et puis après, il y a les trains massifs. Voilà, donc l'argent, une partie de l'argent des 100 milliards va être orienté vers des capacités supplémentaires pour les trains de fret, à la fois pour les longs parcours au niveau français et européen, mais aussi pour des dessertes plus fines de proximité. Oui, le fret a un avenir. On rappelle les chiffres, une tonne transportée par un train de fret, c'est 10 fois moins de gaz à effet de serre qu'un camion. En termes d'énergie, c'est la même chose. Comme c'est une roue en acier qui roule sur un rail en acier, il n'y a pas de frottement. Donc une tonne transportée en fret, c'est 6 fois moins d'énergie consommée que la même chose sur un camion. Donc oui, alors bien sûr le camion restera le mode dominant, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc l'ambition n'est pas que le train prenne tout, mais le train peut prendre plus et peut faire mieux. Et c'est ça qui fait partie de mon projet et qui a été repris par le gouvernement. Toute dernière question, je reviens à SNCF Renouvelable. Ça va être donc une filiale. Quelle entité juridique combien de nombre de postes? Quelle énergie? Est-ce que vous avez un échéancier de ce qui va être produit une fois que vos panneaux solaires seront installés? Oui, tout à fait. Donc c'est une filiale à 100% de la holding de tête, de la SNCF. Voilà, on est dans la SNCF à 100%. C'est une filiale qui a vocation à organiser, pas forcément à faire. On aura peut-être des contrats avec des partenaires industriels, donc elle va garder la maîtrise de la stratégie et passer les grands contrats pour la mise en œuvre. Ça, c'est la manière dont ça va se passer. Sur la montée en charge, c'est assez précis. On va démarrer fin 23. En 2027, on aura 300 hectares installés, donc 300 MW crête de puissance. On va commencer par le plus facile, c'est les toitures, les ombrières des parkings, les toitures des bâtiments. Dans le même temps, on va demander les autorisations, donc à partir de 2027 jusqu'en 2030, on va passer à 1000 hectares avec tous les projets qu'on aura lancés. Et à ce moment-là, en 2030, si on a ces panneaux solaires longitudinaux, mais vous avez dit, les autoroutes semblent avoir trouvé la solution, c'est-à-dire que les constructeurs vont nous livrer les solutions, on est même prêt à passer à 10 000 hectares à horizon 2050. Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF. On se retrouve pour de nouvelles interviews ou rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À tout de suite.